Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette seconde édition de Wati et vous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce moment d'échange et de dialogue dans cet espace pensé pour que nous puissions chaque mois discuter ensemble des sujets d'actualité et des activités de Wati. L'objectif de ces rendez-vous est simple, renforcer nos interactions parce que Wati est avant tout une plateforme collective, un espace où les idées circulent et se nourrissent les unes les autres, mais aussi partager des réflexions sur les grands enjeux de notre temps avec un regard ancré dans notre réalité africaine. Et enfin, vous donner la parole et valoriser donc vos contributions. Donc, avant de plonger dans le vif du sujet, un grand merci à vous tous pour votre présence et votre engagement. C'est ensemble que nous allons continuer à faire vivre ce rendez-vous qui va devenir, nous le croyons, incontournable. Donc, dans un premier temps, nous allons poser un regard sur les publications et les initiatives récentes de Wati, tout ce qui a animé notre mois de février. Donc, ce mois-ci, notre plateforme a particulièrement été active avec des analyses, des tribunes, des podcasts qui offrent un éclairage précieux sur des sujets majeurs. Tout d'abord, nous avons eu des publications récentes. Trois contributions ont particulièrement retenu notre attention ce mois-ci. Il s'agit de la rupture diplomatique entre le Tchad et la France. Quel enjeu pour la souveraineté du pays, écrit par Sama Amat, une ancienne stagiaire de Wati. Cette tribune revient donc sur la décision du gouvernement tchadien de mettre fin à sa coopération militaire avec la France. Une décision lourde de conséquences qui pose la question plus large de la souveraineté des États africains face aux influences extérieures. Ensuite, nous avons le viol comme arme de guerre en République démocratique du Congo, les tentatives de réponse du docteur Denis Mukwege, qui a été rédigé par Sarah Chomel, une ancienne stagiaire à Wati aussi. Et cet article retrace 3 décennies de violence en République démocratique du Congo, tout en mettant l'accent sur l'impact des conflits sur les populations civiles et le rôle du docteur Denis Mukwege dans la lutte contre l'impunité. Enfin, pour clore ce tour d'horizon sur nos publications, nous avons donc la tribune de Ba Traoré, chargée de recherche à Wati, intitulée La Turquie, la diplomatie des drogues au Sahel. Dans cette tribune, Ba Traoré explore comment la Turquie s'impose comme un partenaire militaire clé pour certains pays du Sahel à travers la fourniture de drones de combat. Une tendance qui modifie les rapports de force dans la région et interroge sur ses implications à long terme. Ces analyses, ces articles sont disponibles sur notre site wati.org et nous vous encourageons à partager vos réflexions et contributions et à nous envoyer vos articles et contributions à infowati@wati.org pour publication. Nous avons aussi Les Voix de Wati, notre podcast hebdomadaire que vous pouvez retrouver chaque samedi sur YouTube, Spotify, où nous avons récemment traité de 2 sujets majeurs. Le premier, c'est ce que nous dit la tragédie congolaise des dynamiques mortifères qui menacent l'Afrique. Dans cet épisode, Gilles Yabi analyse les racines profondes du conflit congolais et met en lumière les dynamiques régionales qui alimentent cette tragédie. Un épisode essentiel pour comprendre comment cette crise impacte toute l'Afrique centrale. Ensuite, nous avons les voix de Wati sur la mission 300 pour accélérer enfin l'accès à l'électricité en Afrique. Dans cet épisode, Gilles Yabi présente la mission 300, un projet qui vise à connecter 300 millions de personnes à l'électricité d'ici 2030. Ce programme, discuté lors du sommet africain de l'énergie tenu le 27 et 28 janvier à Dar es Salaam, mise sur l'expansion des énergies renouvelables et l'amélioration des infrastructures électriques, un projet donc d'envergure soutenu par la Banque mondiale et la Banque africaine de développement qui pourrait transformer la vie de millions d'Africains. Enfin, nous avons le podcast sur les 10 priorités pour le nouveau leadership de l'Union africaine, dans lequel Gilles Yabi analyse le rapport de l'International Crisis Group qui met en lumière l'ampleur des conflits en Afrique et appelle l'Union africaine à assumer davantage des responsabilités. 8 priorités stratégiques sont identifiées malgré les défis politiques intenses et vous pouvez retrouver son analyse sur YouTube. Si vous n'avez pas encore écouté ces épisodes, vous pouvez vous rejoindre sur nos plateformes YouTube, Spotify, SoundCloud pour les découvrir. Enfin, le choix de Wati du mois, qui est un focus sur notre thème du jour, donc, qui s'est porté sur le rapport Priorities for the New US Administration and Congress on Strengthening
Economic Relations with Africa, publié par la Carnegie Endowment for International Peace en décembre 2024, mais le choix de Wati a été publié en 2025, ce 7 février plus précisément. Et pourquoi ce rapport est-il important? Tout d'abord parce qu'il met en lumière la nécessité de repenser l'AGOA, qui est un programme clé pour les échanges commerciaux entre l'Afrique et les États-Unis. L'African Growth and Opportunity Act, de manière plus explicite, est une loi américaine adoptée en 2000 qui permet aux pays africains subsahariens d'exporter certains produits vers les États-Unis en bénéficiant de réductions de droits de douane, voire d'une exonération totale. L'objectif de ce programme est de stimuler la croissance économique et le commerce en Afrique en facilitant l'accès des entreprises africaines au marché américain. Le rapport met aussi en avant des projets d'infrastructure comme le corridor de Lobito qui pourraient attirer des capitaux américains dans des secteurs stratégiques comme les minéraux rares. Enfin, au-delà des enjeux économiques, le rapport souligne l'importance de la stabilité politique et sécuritaire pour garantir un environnement propice aux investissements. Il appelle à un partenariat plus large, intégrant les dimensions économiques, sécuritaires et politiques, pour construire une relation durable et équilibrée entre les États-Unis et l'Afrique. Pour finir, il insiste donc sur l'importance d'un partenariat global qui intègre les dimensions économiques, sécuritaires et politiques pour une relation plus équilibrée entre les États-Unis et l'Afrique. Nous aurons l'occasion donc d'en discuter plus en détail dans un instant. Mais avant tout, un grand merci encore pour votre engagement. Et avant de passer à notre échange du jour, je vous invite à interagir en direct pour enrichir cette discussion. Maintenant, je laisse la place à Mariam Cissé pour la suite de notre discussion. Merci beaucoup. Merci Heidi, bonsoir chers participants. Merci de nous retrouver pour ce rendez-vous Wati et vous, mensuel de ce mois de février, et pour une nouvelle discussion sur les dynamiques internationales qui impactent notre continent. Le 24 janvier, les États-Unis annonçaient le gel pour une durée de 90 jours de l'aide internationale gérée par l'agence USAID, l'Agence des États-Unis pour le développement international, qui joue un rôle clé dans les politiques de développement en Afrique avec l'objectif déclaré de la suspension de fournir la possibilité de réexaminer les programmes. Une décision qui a bien sûr soulevé beaucoup d'interrogations et d'inquiétudes de la part des acteurs de l'aide au développement, des gouvernements, des ONG, associations et populations bénéficiaires des projets et programmes qui sont financés par l'USAID. Quels secteurs seront les plus touchés par cette suspension? Est-ce une opportunité pour les pays africains de redéfinir leurs priorités en matière d'aide et de coopération internationale? Comment les pays africains peuvent-ils s'adapter et réduire leur dépendance à l'égard des flux d'aide internationale? Ce sont donc ces différents points dont nous allons discuter dans un instant avec le Dr Giliabi, économiste, analyste et directeur exécutif de Wati, et vous, chers participants, que nous invitons à poser vos questions, partager vos avis et contributions, mais aussi vos analyses sur la question. Et donc, comme Adi le rappelait tout à l'heure, c'est un rendez-vous qui nous permet de revenir sur un sujet d'actualité, mais aussi qui nous permet de vous écouter, vous, les participants et sympathisants qui suivent les activités de Wati au quotidien. Et donc, sans plus tarder, je vais donner la parole au docteur Juliabi, à qui je vais poser la première question, qui est quels sont les secteurs qui sont les plus touchés par la suspension de l'USAID dans les pays africains? Quelles sont les implications immédiates et à long terme que cette suspension-là pourrait avoir sur les économies, mais aussi sur les populations du continent? Gilles. Oui, merci Mariem, merci Hadji d'avoir introduit ce rendez-vous aujourd'hui. Un grand plaisir à nouveau de retrouver toutes les participantes et tous les participants qui commencent à être habitués à nos rendez-vous de Wati. À nouveau, comme l'échange que nous avons eu le mois dernier, il s'agit d'avoir cet espace un peu plus informel avec vous pour traiter de sujets d'actualité, mais aussi de l'actualité de Wati en termes de publication, et les collègues ont donné un aperçu de cette actualité tout à l'heure. Alors, je crois qu'il y a énormément en réalité de sujets à discuter, donc pour répondre à cette première question, je vais peut-être déjà demander à mon collègue Pape de partager un document j'ai un peu préparé un peu rapidement, mais il me semblait important
aussi d'avoir quelques données, notamment sur l'aide américaine et peut-être de manière plus générale sur l'aide, parce que je pense que ce qui se passe en ce moment met aussi en lumière de manière plus générale la question de ce qu'on appelle l'aide publique au développement. Et donc, c'est aussi l'occasion peut-être d'aller un peu plus loin, de revenir sur un certain nombre de fondamentaux, en fait, concernant l'aide au développement. Déjà, pour commencer, je crois qu'il faut quand même rappeler un certain nombre de choses. Premièrement, euh, faire la distinction un peu entre la forme et le fond. C'est-à-dire que la décision qu'on vient d'avoir au niveau des États-Unis, du président Trump, elle étonne par sa brutalité. Il y a la possibilité de suspendre, bien sûr, euh, euh, l'aide étrangère, l'aide des États-Unis, d'estimer qu'il faut revoir justement le cadre de cette aide et s'assurer, et c'est vraiment la directive qui a été donnée, s'assurer au fond que tout dollar qui est dépensé par les États-Unis correspond au fond aux intérêts des États-Unis, qu'il s'agit d'intérêts économiques ou sécuritaires, et à la place des États-Unis dans le monde. Et donc que tout dollar puisse être justifié par voilà, le fait que ça rapporte quelque chose aux États-Unis. C'est la directive que le président Trump a donnée pour expliquer donc cette demande de suspension pendant 3 mois au fond quasiment de toute l'aide étrangère des États-Unis, au-delà de l'USAID. Et donc ça, c'est le fond. On va y revenir tout à l'heure. C'est un peu ça l'idée. Et ça veut dire aussi que pour l'instant, on ne sait pas comment ce dispositif d'aide va évoluer, puisqu'au terme de ces 3 mois, ben, des décisions seront prises. Et peut-être que c'est la seule chose qui semble être claire au niveau de l'aide, c'est en particulier la focalisation sur l'USAID, qui effectivement est très clairement ciblée directement par l'administration. Mais on aurait pu tout à fait avoir ce type de décision, de dire on va réexaminer notre dispositif d'aide au niveau des États-Unis, on va revoir l'ensemble de nos engagements, etc. On pourrait tout à fait imaginer d'avoir cette décision sans que cela ne soit brutal, sans que ce ne soit tout de suite on suspend tout et sans qu'on attaque de manière aussi violente l'USAID. Je rappelle quand même qu'on a eu des propos traitant l'USAID d'organisation criminelle, hein, non seulement qui gaspille l'argent des États-Unis, du contribuable américain, mais qui est une organisation criminelle. Donc ça va très loin dans les mots qui ont été utilisés, qui continuent d'être utilisés par notamment les membres du Congrès américain républicain, très trumpistes, pour attaquer l'USAID et son intégrité. Donc il y a vraiment un premier élément qui me semble être important, c'est la forme. Au-delà du fond, c'est cette brutalité qui a aussi un impact immédiat, puisque ça veut dire, ben, il ne s'agit pas simplement de revoir dans l'optique de nouveaux engagements des États-Unis, mais il s'agit par exemple de suspendre des projets en cours, des programmes en cours, des financements en cours, donc des activités qui sont en cours dans plusieurs pays dans le monde, mises en œuvre par les États ou mises en œuvre par des organisations non gouvernementales, mises en œuvre par toute une série d'organisations qui reçoivent des financements de l'USAID. Donc, c'est au fond, le premier élément que je voulais mettre en avant, c'est ce côté brutal qui a un impact immédiat. Parce qu'à nouveau, on peut être d'accord sur le fond, hein. D'ailleurs, tout pays qui dépense de l'argent peut estimer à un moment donné qu'il a envie de s'assurer que la manière de dépenser l'argent correspond toujours aux missions qui ont été fixées aux agences d'aide et notamment à l'USAID en ce qui concerne les États-Unis. Mais le fait d'arrêter brutalement, cela a un impact immédiat et c'est un signal, en fait, je pense, assez clair qui a été donné par Trump et son administration. C'est de dire aussi, d'une certaine manière, au fond, le coût immédiat, c'est pas très important par rapport à notre objectif politique de prendre le contrôle du dispositif d'aide des États-Unis. C'est le premier élément que je voulais souligner. Le deuxième élément que je voulais souligner, c'est que il est, je pense, assez intéressant de regarder aujourd'hui les débats aux États-Unis eux-mêmes sur cette question de l'aide et au-delà. Parce qu'il y a un élément très politique dans la décision concernant l'USAID. Certains ont peut-être suivi ou ont vu peut-être des extraits. Malheureusement, les extraits ne restituent pas la réalité du débat qu'il y a eu au Congrès américain il y a à peu près une semaine sur le sujet de l'USAID. C'est très intéressant d'écouter
les membres du Congrès de différentes obédiences et d'écouter aussi les personnes qui sont venues témoigner, y compris d'anciens dirigeants de l'USAID, qui sont venus témoigner devant le Congrès justement des activités de l'USAID, qui sont venus répondre aussi aux critiques à nouveau très violentes qui ont été formulées sur cette organisation. Mais lorsqu'on suit un tel débat, on voit bien qu'il y a vraiment une dimension politique, il y a une volonté pour les républicains qui sont tous alignés sur le président Trump, une volonté de défaire un peu tout ce qui a été fait par l'administration précédente, Biden. Et donc, il y a vraiment la mise en cause d'une forme d'orientation idéologique qu'ils estiment avoir été celle de l'USAID, ce qu'ils appellent le wokisme, hein, qui a déjà été un élément déterminant dans la campagne américaine et dans le succès de Donald Trump. C'est attaquer tout ce qui concerne la diversité, tout ce qui concerne l'égalité genre, les politiques des minorités, qu'il s'agisse de minorités sexuelles, mais aussi de minorités raciales. Et donc, dans le débat sur l'USAID au Congrès, on avait vraiment cette liste systématique de projets qui ont été financés par l'USAID dans tel ou tel pays et qui correspondaient voilà, soit à des questions de genre, soit à des soutiens à des minorités sexuelles, etc., pour montrer, au fond, pour montrer au public américain que l'USAID gaspillait son argent et avait aussi une orientation idéologique, notamment pour pousser la vision des démocrates qui étaient au pouvoir partout dans le monde en finançant justement des organisations, par exemple, pour la défense des droits des homosexuels, etc. Mais à nouveau, on peut tout à fait critiquer un certain nombre de ces projets, ceux qui sont donnés en exemple par les républicains et qu'on retrouve un peu partout sur les réseaux sociaux. Mais évidemment, quand on regarde même ces projets-là par rapport à l'ensemble des engagements et des activités de l'USAID, c'est très peu de choses. Donc, on voit très clairement une mise en avant d'un certain nombre de projets pour essentiellement dire on décrédibilise l'ensemble de l'aide internationale accordée par l'USAID sur la base, au fond, de quelques projets dont on peut effectivement contester l'utilité, la nécessité ou le caractère prioritaire, notamment dans des pays qui ont énormément de défis peut-être plus importants que ceux auxquels s'attaquaient certains des projets de l'USAID. Donc, il y a une dimension politique qui est très claire. L'autre versant de ces dimensions politiques, et je pense qu'on commence à le voir avec notamment les déclarations du vice-président Vance il y a quelque temps à Munich lors d'une conférence importante sur la sécurité, il y a une volonté aujourd'hui aux États-Unis de dire au fond la démocratie comme expression de la majorité, c'est ça ce qui est le plus important et c'est ça seul qui est important. Et finalement, l'état de droit, les principes et peut-être aussi les principes qui guident l'action à l'extérieur et la politique étrangère, en fait, tout cela doit d'abord être soumis au prisme de la volonté populaire. Et là, en s'attaquant d'abord à l'USAID, qui n'est pas si connu que ça, en fait, aux États-Unis, puisque c'est une agence d'aide extérieure et qui sert des fonds qui se projettent à l'étranger avec des fonctionnaires qui sont certes à Washington, mais qui sont aussi beaucoup à l'étranger. S'attaquer, c'est aussi s'attaquer un peu à une cible facile, puisque c'est assez facile d'expliquer aux électeurs américains, en particulier la base électorale de Trump, que c'est de l'argent gaspillé à l'étranger, alors qu'il y a des besoins importants aux États-Unis. Donc, il y a vraiment aussi cet aspect de cible facile, puisque en fait, en termes de budget, l'USAID, c'est moins de 1% du budget fédéral des États-Unis. Donc, c'est très peu. Si on veut couper les coûts, si on veut faire des économies aux États-Unis, ce n'est pas vraiment en s'attaquant à l'USAID, à l'aide étrangère, qu'on va vraiment avoir le plus d'économies. C'est en s'attaquant probablement au ministère de la Défense, par exemple, et à d'autres agences et d'autres secteurs. Donc, s'attaquer à l'aide internationale, c'est vraiment aussi voilà, c'est très utile politiquement parce que ça permet très facilement, d'une certaine manière, de convaincre les Américains qu'on gaspillait leur argent à l'étranger et sans que cela n'aide les États-Unis. Alors, par rapport à la question que tu as posée, Mariam, sur les secteurs les plus touchés, Pape, je te demande d'avancer un peu au niveau des visuels. On va voir notamment les principaux
donateur au niveau mondial, mais aussi dans le domaine notamment de la santé, qui est vraiment le gros secteur de dépenses de l'USAID et de manière générale de l'aide des États-Unis dans le monde. On voit que c'est quand même vraiment ce secteur de la santé qui pèse de la manière la plus importante. Et ensuite, il y aura des différences en fonction des pays. On voit ici très clairement le poids des différents pays, grands pays donateurs. Et on voit les États-Unis vraiment, quand même assez clairement loin devant l'Allemagne, le Japon, le Royaume-Uni, la France, etc. Là, c'est sur la base des dépenses d'aide 2019 et 2023, et ensuite une projection sur 2024-2025. Donc, évidemment, en 2025, on va avoir des changements très importants parce qu'en réalité, jusqu'à l'année dernière, on était plutôt dans une période avec une augmentation des flux d'aide lorsqu'on les compte, hein, pas de manière relative, mais de manière absolue au niveau mondial. Mais on voit à nouveau au niveau des grands pays donateurs d'aide, les États-Unis nettement devant l'Allemagne. Mais si on prend par exemple l'Europe en tant que bloc, l'Union européenne va être un donateur plus important que les États-Unis. Mais si on prend les États individuellement, les États-Unis sont très, très clairement et depuis longtemps la première source d'aide étrangère dans le monde. Alors là, on le voit peut-être pas très bien, mais on mesure évidemment aussi en fonction de la part que représente l'aide dans le revenu national brut de chaque pays, parce qu'évidemment, les États-Unis peuvent être un très gros donateur, mais c'est aussi une grosse économie. Donc, pour mesurer au fond l'intensité de l'aide ou le degré d'investissement des différents pays dans ce qu'on appelle l'aide au développement, lorsqu'on rapporte ça au niveau de revenus de chaque pays, on voit plutôt la Norvège, le Luxembourg, donc plutôt des petits pays d'Europe du Nord, la Suède, qui sont devant l'Allemagne et ensuite le Danemark. Donc, on a un classement qui est différent lorsqu'on rapporte les flux d'aide au niveau de revenus, puisqu'à nouveau, je rappelle qu'il y a ce qu'on donne de manière absolue, mais il y a aussi l'effort qu'on fait. Et l'effort qu'on fait, c'est combien on donne par rapport à ses propres sources. C'est pour ça que ce classement est aussi important à avoir en tête. Alors, celui-ci, il est intéressant. Je ne sais pas si on le voit suffisamment bien par contre à l'écran, mais c'est pour comprendre aussi que dans ce qu'on appelle aide, évidemment, il y a différentes choses. On ne va pas rentrer dans les détails qui sont un peu complexes, mais vous avez des dons, vous avez des remises de dette, vous avez des prêts, mais à des taux concessionnels, c'est-à-dire des prêts qu'il faut rembourser, mais à des taux qui ne sont pas ceux du marché. Et donc, c'est tout cela qu'on calcule pour intégrer, pour évaluer l'aide. Vous avez aussi le coût des réfugiés, par exemple, dans les pays. Donc, lorsque des pays donateurs accueillent des réfugiés, ben, ils vont déclarer comme aide au développement les coûts de l'accueil de ces réfugiés. Donc, ce n'est pas, par exemple, un élément qui est évident pour tout le monde que lorsqu'on parle de flux d'aide, ben, il y a aussi une partie, en réalité, d'ailleurs, qui ne sort pas du tout des pays des donateurs, puisque justement, la prise en compte, la prise en charge des réfugiés va être comptabilisée. On a l'aide humanitaire, on voit à peu près plus clairement ce que c'est, et on a l'aide publique au développement multilatérale. Ça, c'est très important parce qu'on va y revenir. Les États-Unis sont un bailleur important, un pays donateur important de manière bilatérale à travers l'USAID, à travers d'autres mécanismes aussi, hein, comme le Millennium Challenge Account et d'autres canaux. Mais les États-Unis sont aussi le plus grand contributeur, disons, à travers des institutions multilatérales. Donc, parfois, peut-être que certains se demandent, ben, lorsqu'on entend Banque mondiale, lorsqu'on entend même Banque africaine de développement, vous avez des actionnaires non africains, tout cet argent qui passe par les Nations unies, les agences, ben, il vient de quelque part. Donc, c'est aussi comptabilisé au titre de l'aide au développement. Et les États-Unis sont aussi le pays donateur le plus important des Nations unies, si on prend globalement les Nations unies. Et comme vous le savez, ils ont déjà annoncé, parmi les nombreuses mesures de Donald Trump, le retrait de l'Organisation mondiale de la santé. On avait eu le retrait de l'UNESCO déjà lors du premier mandat de Trump. On a eu un retrait du Conseil de l'ONU des droits de l'homme. Et ce n'est pas fini, hein. Ce n'est probablement pas fini. On n'aura pas nécessairement de retrait total, mais on aura probablement une baisse, voire une chute importante de l'apport des États-Unis
qui passe par les institutions multilatérales. Donc, on est vraiment au début, d'une certaine manière, hein, de cette dynamique. On pourrait avoir des coupes très importantes au niveau des agences des Nations Unies et des réorientations aussi en termes de secteur. Vous savez très bien que sur les questions climatiques, Donald Trump et son équipe ont une vision totalement différente de celle qu'il y avait jusque-là. Et donc, on va avoir une remise en cause très largement de tous les financements qui sont des financements liés à la lutte contre le changement climatique. Donc, ça permet, disons, déjà d'attirer l'attention sur le fait que on se concentre sur l'USAID, mais la question qui est posée va bien au-delà de l'USAID parce que ce qui va passer par l'aide multilatérale et les coupes à ce niveau-là vont avoir aussi des impacts très importants sur les pays africains, pas seulement, mais sur les pays africains évidemment aussi. Alors ça, c'est voilà, un mot là-dessus aussi, parce qu'à nouveau, c'est toujours pour clarifier un peu lorsqu'on parle de l'aide et de la réalité de l'aide. Sur les dernières années, on voit une courbe qui est relativement plate. Ça, c'est l'aide à l'Ukraine. Et vous voyez voilà, comment ça monte énormément, évidemment, à partir de la guerre de la Russie en Ukraine. Et en fait, sur les dernières années, l'Ukraine est devenue le plus important receveurs d'aide au niveau global des pays donateurs qui sont réunis dans ce qu'on appelle le comité d'aide au développement de l'OCDE. Et donc, évidemment, puisque la question hein, de l'aide, à quoi ça sert, bien sûr, il suffit de regarder les flux d'aide vers l'Ukraine pour savoir que, bien sûr, ça répond à une situation humanitaire importante, mais ça répond aussi à des considérations politiques parce qu'évidemment, cet afflux, cette importance de l'aide à l'Ukraine, elle est liée au fait que la solidarité avec l'Ukraine de la part notamment des pays européens, mais aussi des États-Unis, elle tient aussi évidemment de considérations politiques et d'une volonté de soutenir ce pays face à la Russie. Donc aujourd'hui, avec cette crise en Ukraine, ça a changé de manière assez claire la carte, disons, des receveurs d'aide dans le monde, puisque à nouveau l'Ukraine est aujourd'hui un des gros pays receveurs d'aide au niveau international et bien sûr, y compris l'aide américaine. Alors ça, c'est les engagements de l'USAID dans le monde. À nouveau, c'est important aussi parce que je pense je pourrais y revenir un tout petit peu après. Dans toute la discussion sur l'aide, sur la dépendance, sur est-ce que ça sert à quelque chose, etc., on oublie parfois que l'Afrique n'est pas le seul continent où il y a de l'aide au développement des États-Unis et des autres. Même des pays asiatiques, notamment à forte croissance, qui se portent relativement bien et qui ont fait énormément de transformations économiques, continuent à recevoir de l'aide au développement. Et il faut bien je pense qu'on tienne compte de cela pour avoir une vision assez nuancée des choses et à nouveau, on va revenir probablement sur cet aspect-là. Mais là, on voit bien donc ce que je disais hein, sur l'Ukraine aujourd'hui à peu près par rapport aux engagements de l'USAID, c'est assez important, mais on voit aussi le poids de l'Afrique. Ça, c'est les contributions les plus importantes, les 10 pays contributeurs les plus importants ou les pays et institutions, parce qu'on va voir qu'il n'y a pas que les États, à l'OMS sur 2022-2023. Là aussi, on voit les États-Unis bien devant, l'Allemagne et ensuite la Fondation Gates, le dispositif Gavi, qui est un dispositif de financement de la vaccination qui va être alimenté par différents donateurs. Et vous allez avoir la Commission européenne, les Royaumes-Unis, etc. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a l'USAID, mais il y a aussi l'impact qui va passer par les institutions multilatérales avec l'OMS. Lorsque les États-Unis se retirent, vous voyez bien que c'est le principal bailleur le plus important qui se retire. Et donc, il y a un problème immédiat important pour le budget de l'OMS. Évidemment, avec la possibilité que d'autres bailleurs augmentent leur contribution, mais il n'est pas du tout sûr qu'il y ait des bailleurs qui soient capables de monter au niveau, en tout cas, des États-Unis. Voilà, alors, sur le continent africain, puisque c'est ce qui nous intéresse particulièrement, en termes de secteur, je disais très clairement que c'est d'abord la santé. C'est rappeler un peu que
les États-Unis avaient fait le choix, et c'était sous George Bush, d'investir assez massivement dans la santé globale et notamment dans l'accès aux médicaments rétroviraux pour le sida, mais aussi dans le financement de tout ce qui est paludisme et un certain nombre d'autres maladies. Et c'est le programme PEPFAR, programme présidentiel des États-Unis, à partir de ce moment-là. Et ce programme a une dotation très importante et joue un rôle absolument fondamental au niveau global et en particulier à nouveau en Afrique dans la lutte contre ces épidémies. Et ce qui fait que dans le secteur de la santé, vous avez des pays qui reçoivent vraiment énormément d'argent des États-Unis par rapport à nouveau au sida, mais pas seulement. Donc, en Afrique, les 10 pays qui reçoivent le plus d'aide américaine dans la santé en 2023, sur la base des décaissements, la Tanzanie, le Nigeria, l'Afrique du Sud, l'Ouganda, le Mozambique, le Kenya, la Zambie, la République démocratique du Congo, l'Éthiopie et le Malawi. Bon, ça donne aussi une bonne indication sur l'aide américaine, hein, qui est beaucoup plus importante dans les pays, on va dire, anglophones africains, même si on va voir dans la plupart des classements, par exemple, la République démocratique du Congo qui apparaît et l'Éthiopie. Ce sont des pays très, très peuplés du continent africain, mais vous allez avoir globalement quand même beaucoup plus de financement pour les pays anglophones, Tanzanie, Nigeria, Afrique du Sud, que pour les pays francophones, par exemple, d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Mais là aussi, tenir compte de la taille des pays, lorsque vous avez 500 millions de dollars au Nigeria, c'est beaucoup, mais évidemment, il faut le rapporter à la population du Nigeria qui est très importante également. Donc, il y a toujours aussi cette dimension qu'il faut prendre en compte. Mais si on regarde les chiffres absolus, les pays qui reçoivent le plus d'aide dans le secteur de la santé, c'est ce que vous voyez donc dans ce visuel. Alors là, je ne vais pas insister, mais à nouveau, on peut voir aussi que dans cette aide à la santé, vous avez la nutrition, vous avez la lutte contre la tuberculose, vous avez la water supply, l'assainissement, vous avez les questions de planification familiale et de santé reproductive. Bon, ça, c'est aussi un domaine sensible parce qu'évidemment, vous avez la dimension religieuse aux États-Unis et en Afrique et dans les pays concernés qui jouent ici un rôle. Et parmi les attaques contre l'USAID, il y a beaucoup d'attaques sur le fait justement que l'USAID finance beaucoup de programmes. Alors évidemment, lorsque les républicains en parlent, ils ne vont pas juste parler de planification familiale ou de santé reproductive, ils vont dire, voilà, l'USAID finance notamment les avortements ou en tout cas une politique de réduction des naissances. C'est évidemment extrêmement controversé, mais c'est clair qu'il y a des problèmes de planification familiale. La planification familiale, c'est quand même quelque chose qui est assez répandu et accepté à peu près partout comme étant utile. Et vous avez effectivement ça qui fait partie de l'ensemble du bloc qui est financé dans le domaine de la santé. Vous avez la grosse partie concernant le sida et ensuite le paludisme. On le voit bien dans ce visuel. Alors, à nouveau, comme on l'a fait un peu rapidement, je n'ai pas mis toutes les sources, mais là, ces visuels-là en particulier viennent d'un article extrêmement intéressant. On va essayer de vous mettre la référence également d'un économiste, Ken Opalo, qui publie chaque semaine de très, très, très bons articles sur les questions africaines. Et il a fait un article avec ses indications sur la politique des États-Unis qui sont très, très, très intéressant donc, et que je partage avec vous. Alors, ça aussi, c'est important juste pour comprendre que dans l'aide américaine, globalement, et on va voir la même chose avec les autres pays donateurs, vous allez avoir, bien sûr, ce qui va aller directement à des organisations sur le terrain, mais dans ce schéma, vous voyez que c'est à peu près 11%, c'est pas beaucoup. Vous allez avoir la contribution qui va aux agences multilatérales dont je parlais tout à l'heure, c'est 46%, donc c'est beaucoup. Ça inclut la Banque mondiale, les contributions à la Banque mondiale, aux banques de développement, etc.
Vous allez voir aussi là la contribution au programme alimentaire mondial. C'est l'un des secteurs importants pour l'aide américaine. C'est aussi évidemment tout ce qui est alimentation et distribution alimentaire. C'est d'ailleurs aussi un objet de controverse et qui est tout à fait légitime puisque l'aide alimentaire, on sait que ben, ça permet d'aider des gens, mais en même temps, il y a un côté qui induit de mauvaises incitations à la production agricole, notamment par exemple dans les pays africains. Donc, si vous avez beaucoup d'aide alimentaire avec des producteurs américains qui sont subventionnés en réalité pour produire et ensuite cela est distribué comme aide, évidemment, on peut légitimement avoir des critiques assez fortes sur l'aide alimentaire. Mais en même temps, lorsqu'on a des catastrophes, on a de véritables besoins. Il faut à nouveau, évidemment, peser le pour et le contre entre l'effet négatif de l'aide alimentaire et l'effet concret que ça peut avoir dans des situations notamment extrêmement graves sur le plan humanitaire. Donc, vous avez cette aide alimentaire qui est importante et vous avez, bon, Pape va trop vite, et donc, vous avez aussi le 31%, c'est de l'aide américaine qui passe par des entreprises américaines et des organisations non lucratives américaines. Donc, ça, c'est très important. Vous avez quand même 30% à peu près qui vont être, au fond, passés de l'USAID, par exemple, à d'autres organisations américaines, parfois du secteur privé, souvent du secteur, disons, non lucratif, mais c'est des entreprises, des organisations qui emploient du monde. Donc, l'aide, c'est un secteur économique. Ça, c'est un fait, c'est clair, ça l'est partout, pour les États-Unis comme pour la France, comme pour tous les pays donateurs d'aide. C'est aussi des emplois, c'est des ressources, c'est des consultants de ces pays-là, mais c'est aussi des consultants dans les pays où l'aide est mise en œuvre. Et bien sûr, c'est des coûts opérationnels qui sont importants. Donc, vous avez une partie de l'aide qui ne sort jamais des États-Unis, vous avez une partie de l'aide française qui ne sort jamais de la France parce que, ben, en fait, une partie de l'argent qui est déboursé, et ben, une partie va ben, payer les fonctionnaires et les consultants qui sont impliqués, va payer des entreprises à qui on commande des services, des études, etc. Donc, oui, c'est un secteur économique et tous ceux qui travaillent sur les questions de développement le savent depuis toujours. Mais c'est pas ça. Ça ne veut pas dire que parce que c'est un secteur économique, évidemment, que c'est forcément totalement mauvais. Mais c'est clair que c'est un secteur économique et donc il y a un intérêt aussi économique assez évident dans le grand domaine de l'aide internationale. Et le thème de l'aide, évidemment, on voit très bien qu'il a des limites parce que ce n'est pas que de la générosité, ce n'est pas forcément même principalement de la générosité, mais il y a aussi de la générosité, il y a de l'intérêt, il y a de l'influence et ça, à nouveau, c'est un élément clé aujourd'hui de la discussion qu'on peut avoir sur les décisions américaines. Alors, peut-être que je vais m'arrêter là. À nouveau, il y a des éléments sur lesquels je pourrais revenir aussi qui sont dans la présentation, mais juste, Mariem, pour conclure un peu sur les secteurs les plus touchés, donc santé, question alimentaire, mais en fait, il faudra regarder pays par pays parce que les engagements de l'USAID, ben, ils varient en fonction des contextes, ils varient aussi en fonction des besoins qui sont exprimés par les différents gouvernements. Peut-être que je vais le montrer tout à l'heure, mais au Sénégal, il y a eu une réaction tout à fait officielle publique du Premier ministre, mais aussi une réaction intéressante du ministère de l'Éducation nationale qui a dit ben, ce qui vient de se passer aux États-Unis va nous affecter directement au niveau de l'éducation au Sénégal parce que l'USAID est un acteur important qui finance notamment tout ce qui est programme de lecture en langue nationale et depuis des années. Et donc, ça rejoint un élément que Ken Opalo, que je citais tout à l'heure, disait aussi. La santé, c'est très important. Et c'est d'autant plus important que l'effort des gouvernements de beaucoup de pays, depuis que les États-Unis financent beaucoup, finalement, l'effort qui est fait par un certain nombre de gouvernements africains est assez limité parce qu'ils se disent, effectivement, ben, les États-Unis prennent en charge, par exemple, tout ce qui concerne le sida, le palu, etc. Et donc, on ne va pas nécessairement respecter nos engagements de 2001, par exemple, de 15% des budgets dans la santé. Donc, dans la santé, on a ce problème. Dans l'éducation, l'USAID est un acteur important, mais généralement, ce n'est pas un acteur
très important lorsqu'on compare au budget de l'éducation. Mais par contre, ça peut être un acteur important en termes d'expertise ou en termes de financement d'un certain nombre de réformes. Et à nouveau, je cite le cas du Sénégal où l'USAID soutenait depuis des années un programme visant justement à améliorer les capacités en lecture des enfants à travers l'usage de trois langues nationales sénégalaises. Donc là aussi, sur ce type de projet, c'est quand même très difficile de dire que c'est essentiellement de la défense de l'intérêt des États-Unis et c'est très difficile de dire qu'au fond, ça ne servait absolument à rien. Merci beaucoup, Gilles, pour ces premiers éléments de réponse. C'est vrai qu'il était important de revenir un peu sur le contexte et surtout la façon dont cette suspension est entrée en jeu ces derniers jours avec, comme tu l'as rappelé, le discours assez surprenant et péjoratif sur l'USAID par les républicains et cette décrédibilisation sur une base de dimensions politiques comme tu l'as rappelé. Donc, pour les secteurs les plus touchés, la santé, l'éducation avec la santé sexuelle et reproductive, bien sûr, et les investissements, les financements de projets sur le sida. Et donc, avec bien sûr des implications immédiates, mais également sur le long terme qui auront certainement des impacts sur ces différents programmes au bénéfice des populations. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train de discuter, d'utiliser le chat. C'est de l'intérêt, mais juste pour une organisation optimale et qui va nous permettre à nous, tout à l'heure, de pouvoir répertorier toutes les questions de façon efficace. Je vous invite à utiliser la boîte questions et réponses qui est, si vous êtes sur ordinateur, sur le milieu de votre écran vers la droite. Et si vous souhaitez prendre la parole directement, de lever la main avec l'option sur votre écran et on donnera la parole tout à l'heure. Et donc, Gilles, la prochaine question que je vais te poser, c'est justement par rapport à cette suspension. Au-delà de l'aspect surprise, au-delà des conséquences qui sont là, est-ce que les pays africains devraient prendre cette suspension comme une opportunité pour redéfinir leurs priorités en matière d'aide et de coopération? Est-ce qu'il y a aussi d'autres partenaires qui pourraient être envisagés pour prendre le relais? Oui, c'est une... Oui. Alors, c'est une question très importante. C'est en fait la plus importante aujourd'hui parce que, à nouveau, comme je le rappelais, on a découvert, en fait, beaucoup de gens ont découvert, je pense, à l'occasion de cette crise, l'importance de l'aide étrangère des États-Unis dans le monde, finalement, et en Afrique. Et ça veut dire aussi, en fait, que qu'on doit savoir qu'ils n'étaient pas obligés. De cette manière, ce que je disais sur la contribution aussi aux agences multilatérales, oui, on voit bien effectivement avec les décisions spectaculaires de Donald Trump que ce n'était pas quelque chose d'acquis et que c'est quelque chose qui peut être mis en cause. Alors, ça peut être mis en cause aux États-Unis, comme c'est le cas avec Donald Trump, mais ce qu'on oublie, c'est que les flux d'aide de beaucoup de pays, d'autres pays donateurs aussi, sont déjà en train de baisser. La Belgique, je pense, a annoncé il n'y a pas longtemps une baisse, je pense, de 25% de l'aide au développement. Je pense que les Pays-Bas avaient aussi déjà annoncé des baisses et la France aussi a annoncé une baisse de l'aide parce que des pays sont aussi en difficulté budgétaire. On est dans un contexte qui va aujourd'hui probablement favoriser un peu la réduction au-delà des États-Unis aussi au niveau d'autres pays donateurs. Un élément évidemment important de ces évolutions politiques des pays donateurs, que ce soit États-Unis, mais aussi notamment Europe, c'est la montée notamment des partis d'extrême droite en Europe. On attend des élections en Allemagne dans quelques jours. On a dans beaucoup de pays l'extrême droite qui monte avec un discours qui est un discours très proche, voire quasiment, voire identique, voire encore plus, je dirais, plus dur et plus brutal que celui de Donald Trump aux États-Unis. Donc, ce qui se passe avec les États-Unis, on doit, je pense, bien comprendre que, d'une part, comme je disais, pour les États-Unis, ce n'est pas seulement l'USAID, c'est beaucoup plus que ça. D'autres pays donateurs aussi vont baisser leur flux d'aide de manière globale, y compris en Afrique, qui a les pays qui sont les plus dépendants, parce qu'à nouveau, le problème, ce n'est pas de recevoir de l'aide, c'est le degré de dépendance qu'on a par rapport à ces flux d'aide. Et donc, il faut se préparer à cela, effectivement, parce qu'on n'est pas du tout au bout du processus. Alors, est-ce que c'est une opportunité?
Oui, je pense que de toute crise naissent des opportunités, on le dit généralement. Je pense qu'on dit généralement que, voilà, qu'il y a un mandarin, il y a une expression qui dit cela littéralement, que toute crise aussi offre de nouvelles opportunités. Et j'ai beaucoup lu effectivement des articles de personnalités africaines, Céleste Monga, qui a occupé des postes importants à la Banque africaine de développement, à la Banque mondiale, fait une interview dans le journal français Le Monde en disant, voilà, en gros, de toute façon, personne n'aide personne et il faut pas compter sur l'aide, il faut compter sur autre chose et les États africains auraient dû faire ça depuis très longtemps. Il y a beaucoup d'autres, voilà, beaucoup de personnes qui vont dans ces directions et je suis totalement solidaire avec cette vision qui consiste à dire que c'est une opportunité. Par contre, je pense que beaucoup disent oui, c'est une opportunité, mais sous-estiment l'impact immédiat. Oui, c'est une opportunité, mais enfin, s'il y a des milliers, voire des millions de personnes qui sont privées d'accès à des rétroviraux, ben, en fait, c'est des personnes qui vont mourir, littéralement, concrètement. Et ça veut dire aussi que l'aide internationale, malgré toutes les critiques légitimes qu'on peut faire, on ne peut pas dire que ça ne sert à rien, on ne peut pas dire que ça n'a servi à rien. Lorsqu'on a de l'aide dans le secteur de la santé, même s'il y a 50% qui sont gaspillés, même s'il y a 20% qui sont mal utilisés, mais enfin, le peu qui reste, si ça permet de sauver des vies, c'est quand même quelque chose qui n'est pas négligeable. Et malheureusement, comme je le disais, les États ne respectent pas leurs engagements, parfois parce qu'effectivement les ressources ne sont pas là. Et donc, le fait qu'on ait une chute de l'aide dans le secteur de la santé ne pourra pas, rien ne nous dit qu'on sera en mesure dans beaucoup de pays de pallier, disons, cette chute. Et concrètement, à nouveau, l'argent, lorsqu'on donne des chiffres, ce sont des chiffres, mais les chiffres derrière, c'est des activités, c'est des personnes, c'est des choses, des vaccins qui sont donnés ou pas, c'est des médicaments qui sont accessibles ou pas, c'est un programme qui est mis en œuvre dans le domaine de l'éducation ou pas, c'est un programme qui est mis en œuvre dans le domaine de l'énergie, de l'électrification rurale ou pas. Au Sénégal aussi, l'USAID finançait par exemple l'électrification rurale et le développement des énergies renouvelables. Donc, ce sont des choses qui sont très concrètes. Donc, oui, il y a une opportunité, oui, il faut sortir de la dépendance, mais enfin, de mon point de vue, ce n'est pas quelque chose qu'on découvre. On sait depuis longtemps que la dépendance, ce n'est pas bon. Une économie zambienne, Dambisa Moyo, avait écrit un livre qui avait beaucoup de succès à l'époque sur l'aide fatale, avec des arguments très, 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 très intéressants et très justes pour la plupart, mais probablement de mon point de vue aussi une exagération. Mais à nouveau, tous ceux qui travaillent sur les questions de développement savent que la dépendance n'est pas bonne. On n'a même pas besoin de travailler sur les questions de développement pour le savoir. Si on prend d'un point de vue individuel, on se fait aider et je pense que dans ce domaine-là en particulier, je trouve que le parallèle avec, finalement, avec le raisonnement qu'on peut faire entre des individus qui s'aident, je pense il est tout à fait pertinent. J'entends beaucoup dire l'aide n'a jamais développé un pays africain ou n'a jamais développé un pays dans le monde. Euh, Oui, mais en fait, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on s'attendrait à ce que l'aide développe un pays. Personne, même ceux qui donnent de l'aide, je pense, ont rarement dit que ça va développer un pays. Est-ce qu'au niveau individuel, lorsqu'on aide une personne, est-ce qu'on pense que le fait de lui accorder une aide à un moment donné, ça va régler tous ses problèmes? Est-ce que ça va lui permettre d'avoir un emploi, des revenus stables si on aide à un moment donné parce que la personne est en difficulté financière, parce qu'elle a un accident de la vie? Donc, ce sont des conditions concrètes dans lesquelles on aide un prochain. En fait, au niveau des États, il y a bien sûr des différences, mais il y a aussi un parallèle qui peut être fait. L'aide n'a jamais eu vocation à sortir les pays africains de la pauvreté et à les développer économiquement. Et par contre, et ça me semble important, d'ailleurs, dans le PowerPoint, peut-être que je me montrerai tout à l'heure, mais j'ai regardé un peu d'autres pays dans le monde. Le Vietnam, par exemple, un grand pays asiatique qui a une histoire que vous connaissez avec les États-Unis, qui reçoit de l'aide au développement importante de la part de l'USAID. Ça n'a pas empêché le pays de faire des progrès importants sur le plan économique sur 10, sur 15, sur 20 ans. Mais
L'aide, ça vous permet, si vous avez une vision de votre développement économique, et c'est vous qui orientez les flux là où vous en avez besoin en fonction, disons, des capacités budgétaires que vous avez. Le problème, c'est lorsque vous avez une dépendance extrême sur des questions aussi stratégiques que la santé et l'éducation. Là, oui, on a un problème, mais c'est quand même pas la faute des donateurs d'abord, c'est la faute des gouvernements des pays africains si ils ont 25% ou 50% du budget, par exemple, des dépenses de santé qui sont couvertes par l'aide extérieure. Donc, je suis d'accord sur le discours sur le fait que ce soit une opportunité, mais par contre, j'estime que on le savait. Je pense qu'avec Covid, nous, on avait produit d'ailleurs à Wati une série de documents sur les leçons à tirer de Covid, sur le plan de la santé, sur le plan de l'éducation, sur le plan de l'économie. C'était déjà la logique, évidemment, de réduire la dépendance, parce que Covid aussi a montré, cette fois-ci, un blocage de flux physiques. On ne peut plus d'un jour à l'autre avoir accès à un certain nombre de produits qui sont vitaux dans le domaine de la santé ou dans d'autres domaines. Ben, c'est ce que Covid a montré, parce que chaque pays, évidemment, a pris des mesures et se recroqueville sur ses intérêts vitaux. À partir de ce moment-là, ben, ça, je pense que ça nous montrait déjà qu'il fallait absolument travailler à la réduction de la dépendance dans tous les secteurs les plus importants. Mais réduction de la dépendance ne veut pas dire qu'on est souverain sur tous les secteurs. Quasiment aucun pays ne l'est. Mais par contre, à nouveau, on ne peut pas aujourd'hui se contenter de dire l'aide n'a jamais développé personne, donc c'est pas grave si on a une réduction des flux d'aide. Je crois que c'est beaucoup plus... il faut connaître un peu plus le fonctionnement concret de l'aide internationale, ses limites, ses critiques les plus fortes. Moi, depuis longtemps, ayant fait des études d'économie et développement, je pense par exemple que l'aide a effectivement, où le système international a probablement dépassé la taille qu'elle devait avoir pour ne pas induire des incitations négatives pour les pays africains, notamment, parce que c'est aussi une ponction de ressources humaines, notamment. On en a discuté dans le cadre d'un dialogue avec Jean-Pierre Olivier de Sardan sur le Sahel, que vous pourrez retrouver sur la chaîne YouTube de Wati, avec une longue discussion sur l'aide au Niger et dans le Sahel. On connaît très bien les limites de l'aide, on connaît très bien les incitations négatives de l'aide. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on les découvre, mais on ne peut pas simplement dire voilà, il n'y aura pas de conséquences et c'est une opportunité pour les pays africains. Dans l'immédiat, il y a un vrai souci. Il y a des ressources qui ne vont pas être là, il y a des projets qui sont engagés qui ne sont plus financés et donc il va quand même falloir trouver des réponses à court terme, à moyen terme et bien sûr, il va falloir continuer à travailler sur les moyens de réduire progressivement notre dépendance au flux d'aide. Merci beaucoup, Gilles. Juste pour enchaîner sur ça par rapport à une question qui est dans le chat, bien sûr qu'il faut sortir de la dépendance, mais cette suspension a des conséquences, ça a des impacts sur les populations. Donc, des impacts et des conséquences qu'il faut prendre en compte et essayer de trouver des solutions à cela. Et par rapport à cela, on a une question de M. Jean-Luc Soumaoro qui demande finalement que peuvent faire les États pour atténuer les conséquences de ces suspensions-là sur les populations, notamment les pays de l'Afrique subsaharienne en particulier. Est-ce qu'ils sont en capacité aujourd'hui de faire face à cette nouvelle contrainte liée à la rupture de l'aide de l'USAID? À nouveau, il faut regarder pays par pays. À nouveau, je cite encore cet article de Ken Opalo, à nouveau parce qu'il est intéressant, parce qu'il met justement en lumière les différences, par exemple, entre un pays comme la Tanzanie et un pays comme le Libéria. En fait, les pays les plus affectés, qui vont être les plus affectés, sont aussi les pays les plus fragiles, généralement des pays en conflit ou des pays dont les structures étatiques sont fragiles, dont l'économie est très petite, parce que là, l'aide représente une part très importante finalement de leurs dépenses publiques dans différents secteurs. Mais pour des grands pays, pour un pays comme la Tanzanie, il montrait justement qu'en termes de poids budgétaire, c'est pas très important et donc, a priori, un certain nombre de gouvernements seront en capacité de compenser la disparition ou la chute de l'aide américaine dans certains secteurs
secteurs, en tout cas sur les questions les plus vitales. Mais il faudra regarder là aussi de manière précise, parce qu'à mon avis, même dans ces pays qui ont des capacités, ce ne sera pas possible en réalité de compenser toute la baisse de l'aide. Mais par contre, ce qui aura été identifié comme étant le plus prioritaire, le plus important à préserver, ben, je pense qu'effectivement, la plupart des gouvernements ont la capacité d'aller chercher des ressources pour compenser dans ces secteurs clés. Mais à nouveau, il faut rappeler que dans beaucoup de cas, on a quand même aujourd'hui des contraintes budgétaires qui sont très importantes. Je parlais du Sénégal tout à l'heure. Bon, on sait que la situation budgétaire, elle est difficile. La situation des comptes publics est très difficile. Lorsque vous avez en plus un coût un facteur extérieur comme ça qui n'est pas anticipé, ben vous êtes en vraie difficulté lorsque vous êtes un gouvernement, parce qu'une chose est de dire que c'est une opportunité, mais à nouveau, il faut payer, il y a un certain nombre de dépenses immédiates à faire, sur lesquelles que vous avez déjà prévu ça, parce que vous avez un engagement d'un bailleur important, et lorsque vous n'avez plus ces ressources-là, vous êtes en difficulté dans l'immédiat. Il n'y a pas beaucoup enfin, il n'y a pas de miracle possible sur les questions économiques et financières. Les ressources, ben, généralement, ben, c'est par la fiscalité qu'on peut trouver des ressources, mais ça veut dire avoir une capacité à mobiliser des ressources internes de manière rapide. Beaucoup de pays africains ont fait de gros efforts, de gros progrès sur la mobilisation fiscale, mais on sait qu'il y a encore une marge de manœuvre très importante lorsqu'on compare aux autres régions du monde. Il y a peu de mobilisation fiscale, mais on sait très bien que les contraintes à cela ne sont pas faciles à lever et que parce qu'on a de petites économies formelles, donc on fiscalise, on fait payer les impôts finalement à un groupe assez réduit de personnes et d'entreprises, bah, vous ne pouvez pas continuer à augmenter les taux indéfiniment, sinon vous allez déprimer complètement votre économie. Donc, il y a de véritables contraintes fiscales et donc, probablement que l'autre option, c'est d'aller chercher d'autres bailleurs qui vont remplacer les États-Unis. Mais là aussi, comme je le signalais, on n'est pas dans un moment où l'aide extérieure est très populaire dans beaucoup de pays donateurs, notamment en Europe. Et donc, peut-être que du côté de la Chine, peut-être que du côté des pays du Golfe très riches, peut-être qu'il y aura une augmentation de leur contribution. Mais il faut rappeler que là aussi, s'il y a des contributions de la part de ces pays, ce n'est pas dénué, évidemment, aussi d'arrière-pensée politique et de volonté d'influence. C'est vrai pour les États-Unis comme ça l'est pour les autres donateurs potentiels. Et ce n'est pas dit du tout que ces donateurs vont appuyer les mêmes secteurs ou les secteurs qui sont prioritaires pour les États africains. Parce que c'est aussi ça l'enjeu, c'est pas simplement recevoir des flux, c'est être capable d'orienter ces flux vers les besoins prioritaires, être capable de les orienter vers le renforcement de ses propres institutions pour que ce soit durable. Parce qu'évidemment, l'aide, elle est ponctuelle. Mais ce qui est important, c'est de renforcer les structures. Et donc, rien ne dit que on pourra, ou les pays africains, beaucoup de pays africains pourront trouver des options alternatives aussi bien pour le financement que pour l'expertise technique, parce que l'USAID apportait aussi beaucoup d'expertise technique, y compris en recrutant des gens dans les pays. Hein, ce n'est pas forcément des experts étrangers, mais l'expertise, c'est aussi quelque chose qui est important et ça ne se remplace pas toujours aussi facilement. Merci beaucoup, Gilles. Avant de donner la parole à Adi pour la suite des questions, rappelez aux participants qui souhaitent intervenir directement que vous pouvez lever la main en utilisant la barre qui se trouve en bas de votre écran vers la gauche pour que votre micro soit activé. Adi? Merci beaucoup, Marie-Ève. Merci beaucoup, Gilles, pour ce temps de discussion très riche en informations. Et merci aux participants qui sont très actifs dans le chat. Et tout de suite, je vais remonter une question de Monsieur Wilson Begré. Il voudrait savoir si le fait que le développement de nombreux pays africains soit lié à l'aide étrangère, est-ce que ce n'est pas du fait de la malgouvernance et le manque de volonté de nos États? Et il a une seconde question juste après qui concerne le jet de l'USAID. Il demande à avoir votre opinion sur le fait que ce soit peut-être un défi lancé par les États-Unis aux pays d'Afrique afin de prouver ou d'affirmer leur autonomie.
Alors d'abord sur la deuxième question, hein, je crois que sur tous les sujets, je crois qu'on a tendance un peu en Afrique à oublier qu'il n'y a pas l'Afrique et les États-Unis ou bien l'Afrique et l'Europe. Enfin, il y a le reste du monde. Il y a l'Asie, il y a l'Amérique latine, où les États-Unis d'ailleurs, évidemment, ont été beaucoup plus impliqués sur le plan politique, sur le plan des ingérences historiquement, parce que c'est évidemment leur zone directe d'influence. Et donc, je ne pense pas que les décisions de Donald Trump en particulier soient toujours orientées ou souvent orientées vers l'Afrique, où il n'a jamais mis les pieds, qu'il ne connaît absolument pas et dont on sait que, enfin, elle n'intéresse pas particulièrement. Donc, voilà, je pense que c'est pas l'objectif n'était pas nécessairement de donner un signal à l'Afrique. Je pense que l'objectif, à nouveau, c'est un objectif d'abord politique états-unien, c'est de faire ce qu'il a dit qu'il allait faire, c'est-à-dire euh, faire tout dans l'intérêt des citoyens américains, même si sur la question de l'USAID, on peut avoir une vision très différente de ce que ça veut dire l'intérêt, poursuivre l'intérêt des États-Unis, parce que l'intérêt des États-Unis passe aussi par la projection d'influence justement des États-Unis dans le monde. Et comme je disais tout à l'heure, dans l'aide des États-Unis, vous avez des milliers, voire des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers d'emplois américains qui sont liés au dispositif d'aide des États-Unis. Donc, c'est une vision très restrictive, même du point de vue américain, que de considérer que l'aide étrangère, c'est de l'argent qui est gaspillé, alors que c'est de l'argent qui participe à nouveau de la projection d'influence et qui participe aussi de l'alimentation donc de l'économie américaine dans des entreprises américaines, etc. Mais je pense que sur le plan d'ailleurs, par rapport à ce qu'ils sont en train de faire, ce sera intéressant de voir à nouveau le dispositif qui va remplacer l'USAID. Ce qu'on voit déjà, c'est que c'est plutôt probablement une réorientation vers des dispositifs d'ailleurs dont certains existent déjà, hein. Il y a un autre canal, j'oublie le nom là tout de suite, mais on pourra le retrouver, qui existe déjà, mais plutôt pour canaliser notamment les investissements américains plutôt vers du secteur privé, qui a une approche plus business. Et on sait qu'il y a déjà eu un remplacement à la tête de cet autre canal de l'aide des États-Unis. Et vous avez le Millennium Challenge Cooperation, qui est un autre dispositif très important, parce que là, c'est du financement souvent sur ce qu'ils appellent des compacts, 4-5 ans, où vous avez vraiment des secteurs, notamment l'énergie, des infrastructures. C'est beaucoup d'argent et c'est un effet structurant sur les économies. Ça, pour l'instant, ce n'est pas encore remis en cause. On ne sait pas ce que va décider le président Trump sur ce volet-là. Mais je ne pense pas du tout qu'il s'agit pour les États-Unis d'éliminer toute l'aide étrangère. Mais je pense qu'il s'agit d'abord pour Trump et son équipe de prendre le contrôle de toutes les institutions. Ils sont en train de le faire pour des institutions qui n'ont rien à voir avec la politique étrangère, hein, avec la sécurité sociale, avec euh, euh, le service des impôts, etc. Ils le font pour les agences fédérales, prendre le contrôle politique de toutes les institutions qui avaient aussi des degrés d'indépendance. Et ce qui gênait au niveau de l'USAID, c'est que l'USAID est un modèle aussi avec une certaine indépendance. Une fois que vous avez l'administrateur qui est nommé, vous avez un soutien bipartisan et vous avez une certaine indépendance, marge de manœuvre pour les dirigeants de l'USAID. Ce que Donald Trump veut faire et en fait a déjà fait, c'est reprendre le contrôle politique, un contrôle direct, disons, de tous les instruments et de toutes les institutions. Il a commencé par l'USAID, mais il ne va pas s'arrêter là. Mais par contre, il va le remplacer probablement par voilà, des dispositifs, d'une part, qui contrôlent directement, à la tête desquels il pourra mettre vraiment des proches, et ensuite, il va pouvoir les réorienter essentiellement vers une approche business où, effectivement, chaque dollar qui va être utilisé, on va pouvoir montrer qu'il sert directement, peut-être plus directement qu'avant, les intérêts, peut-être pas nécessairement des États-Unis de manière générale, mais en tout cas d'entreprises et d'acteurs économiques potentiellement proches d'ailleurs de lui-même ou du Parti républicain. Donc, je pense qu'il faut vraiment voir ce qui est en train de se passer aujourd'hui en interne aux États-Unis et voir que ça correspond à une vision très claire
de la part de l'équipe actuelle d'abord régler des comptes politiques, prendre le contrôle politique et ensuite mettre en place un nouveau dispositif dont les questions, on voit bien, hein, les questions éthiques, etc., ne font clairement pas partie aujourd'hui des priorités, ne vont pas faire partie des priorités. Donc, s'il y avait peut-être un 10% d'aide américaine qui correspondait à une dimension réellement de générosité, etc., peut-être qu'on aura beaucoup moins et qu'il restera peut-être un 2% de générosité qui correspond à ce que notamment les milieux religieux américains soutiennent. C'est effectivement une forme de charité qui est vraiment liée à la foi. Et ça, effectivement, comme c'est aussi des milieux qui sont très proches de Donald Trump et qui font partie des électeurs de Donald Trump, il y a des chances qu'une partie de l'aide, une partie plus importante de l'aide, par exemple, passe par des organisations religieuses américaines. Mais l'autre partie plus importante va être beaucoup plus orientée business de manière très claire pour que ce soit des entreprises américaines qui puissent de manière beaucoup plus claire en profiter. Juste pour donner un exemple, hein, dans les discussions au Congrès américain, vous aviez le fait de dire ben, l'USAID, par exemple, soutient dans beaucoup de pays dans le monde le développement des énergies renouvelables et du solaire. Et le républicain qui s'exprime explique que ben, en faisant ça, en fait, l'USAID subventionne l'économie chinoise puisque les Chinois sont en fait ceux qui, aujourd'hui, vendent les panneaux solaires et tout ce qui concerne notamment le solaire en termes de matériel. Et donc, le fait que l'USAID soutienne dans un pays comme le Sénégal ou ailleurs le développement du solaire, etc., d'une certaine manière, ça soutient l'économie chinoise et donc ça va à l'encontre de l'économie américaine. Donc, vous avez ce type de discussion, d'ailleurs très ouverte, hein, vous pouvez aller suivre cette discussion. Ça montre bien la manière dont ils voient les choses et ça montre sans doute que ce qui va venir après, ça va être cette vision de l'aide étrangère, une aide étrangère. En fait, ce qu'on appelait avant l'aide étrangère liée, c'est-à-dire que vous donnez de l'argent et vous exigez que l'argent que vous donnez soit transformé dans des commandes pour vos propres entreprises. C'est ça l'aide liée et pendant longtemps, tous les pays donateurs d'aide d'ailleurs avaient essentiellement de l'aide liée. Il y a eu des évolutions justement avec les critiques d'un certain nombre de milieux du développement qui ont abouti à ce que l'aide liée prenne une part moins importante, mais elle existe toujours et elle existe aussi de manière un peu déguisée. Il suffit de faire des appels d'offres un peu qui permettent de favoriser vos propres entreprises. Donc, on va aller beaucoup plus vers une aide américaine dont on doit démontrer qu'elle profite de manière beaucoup plus directe à des entreprises américaines. Merci beaucoup, Gilles, pour cette réponse à cette question. Nous allons poursuivre avec des interrogations par rapport à l'aide et la paix dans le monde. Notamment, il y a une contribution de M. Jérôme Vincent Rivière qui rappelle que certains pays risquent de s'effondrer. Et, il prend le cas du Sud-Soudan et rappelle aussi que la Jordanie est aussi très dépendante de l'aide américaine et que ça pourrait avoir des conséquences et que la suspension des aides pourrait avoir des conséquences sur la gestion de la crise au Proche-Orient. Et ça fait écho à une autre question qu'il y a eu plus haut de M. Ahmad Samro qui aimerait savoir en quoi est-ce que la suspension de ces aides-là peuvent affecter du coup la paix dans le monde et en Afrique en particulier. Oui, vaste question. Je pense qu'il y a effectivement un canal là qui a déjà été identifié donc par l'un des participants et on la remercie. C'est le fait que la suspension de l'aide qui soulageait les populations dans des situations de crise, de vulnérabilité déjà, mais lorsque vous avez cette suspension, ça va aggraver les conditions économiques et sociales de manière très concrète pour des populations. Et ça peut évidemment favoriser davantage d'insécurité. Je pense que, évidemment, il faut se méfier des liens automatiques. Ce n'est pas automatique, mais globalement,
globalement, lorsqu'on a une détérioration aussi importante des conditions économiques dans des zones fragiles, il y a quand même peu de chances que ça améliore la situation. Il y a plus de chances que ça détériore la situation, notamment à travers des déplacements de population, parce que lorsque les conditions... Si par exemple, vous aviez une partie de l'aide pour les camps de déplacés dans un pays ou pour des réfugiés, des gens qui sortent de leur pays, et que cette aide n'est plus disponible, vous voyez bien que soit vous restez sur place et vous mourrez de faim, soit vous vous déplacez encore vers des endroits où vous pensez pouvoir avoir accès à un minimum pour survivre. Donc oui, dans des situations déjà fragiles sur le continent, malheureusement, il y en a beaucoup aujourd'hui. On est déjà dans une situation extrêmement difficile du point de vue des conflits. Soudan, c'est un drame humanitaire, c'est absolument catastrophique. La République démocratique du Congo maintenant, les pays du Sahel où la situation sécuritaire reste extrêmement difficile. Dans tous ces endroits, vous avez en réalité une bonne partie du minimum en termes de santé, en termes de nourriture, qui est en fait assurée par des organisations, pas forcément directement par l'USAID, mais par des organisations, des ONG qui sont financées par l'aide internationale et par l'USAID. Donc là, effectivement, vous allez avoir une aggravation des conditions de vie des populations et ça ne peut qu'aggraver la situation d'insécurité. Donc, il y a ce canal qui me semble être évident, qui passe par l'aspect un peu économique. Mais je pense, moi je suis en fait particulièrement inquiet aussi par la suspension, ou en tout cas ce qui va arriver au niveau aussi de l'aide dans les domaines démocratie, gouvernance, droits humains. Ce n'est pas forcément les montants les plus importants par rapport à l'aide dans le secteur de la santé ou dans l'aide dans l'éducation ou sur l'alimentation, mais c'est en fait quelque chose qui est très important dans des situations où vous avez des acteurs de défenseurs des droits humains ou de l'état de droit, etc., qui sont déjà aujourd'hui extrêmement vulnérables dans beaucoup de pays africains. On se limite à l'Afrique de l'Ouest. On est dans une situation avec une majorité de pays aujourd'hui, quasiment, qui sont dirigés par des régimes militaires où il n'y a pas d'espace de liberté, ou très peu, mais aussi des régimes civils où la notion d'état de droit est de moins en moins respectée, on fait même plus semblant de respecter. Alors, lorsque vous allez avoir la disparition des financements pour des organisations qui soutiennent la société civile ou des organisations de défense des droits de l'homme, etc., vous avez un signal clair qui va être très bien perçu par les gouvernants, ceux qui n'ont déjà vraiment pas envie d'avoir des organisations qui sont capables d'être critiques, qui sont capables voilà, d'élever la voix, etc. Il n'y aura plus du tout d'acteurs extérieurs sur lesquels ils pourraient compter un tout petit peu. Bon, soyons honnêtes. Déjà, aujourd'hui, on voit bien qu'il y a déjà assez peu d'influence extérieure sur ces questions d'état de droit dans beaucoup de pays du continent. Mais au moins, il y avait encore une forme de... Voilà, une forme les gouvernants, certains gouvernants les plus autoritaires se posaient sans doute quand même un peu la question avant d'enfermer un opposant, avant de mener une action particulièrement négative par rapport aux droits humains, se disaient, bon, il y aurait quand même une réaction, peut-être juste déclarative, mais il y aurait une réaction de l'ambassade des États-Unis, etc. Bon. Il y aura probablement plus du tout ça, puisque, à nouveau, Donald Trump lui-même montre très clairement que ces questions de démocratie, d'état de droit, de droits humains ne sont pas sa priorité et qu'aux États-Unis même, je suis des débats en ce moment où il y a une vraie discussion sur la possibilité d'une crise constitutionnelle si à un moment donné, Donald Trump décidait de ne pas respecter une décision de justice. Ce n'est pas encore arrivé, mais des analystes américains n'excluent pas que cela puisse arriver, parce qu'on voit bien dans le discours que la séparation des pouvoirs, tout ce qui limite l'autorité du président élu est considéré comme étant une violation de la démocratie. C'est exactement le message du vice-président Vance à Munich. Et ça, c'est une menace, de mon point de vue, peut-être encore plus importante, plus directe pour
pas forcément la paix et la sécurité, mais c'est une menace en tout cas sur tout ce qui ressemble un peu à l'état de droit ou à la promotion de l'état de droit et des libertés dans les pays africains. Et c'est une vraie préoccupation, sachant qu'on est déjà dans une situation extrêmement difficile. En Guinée, il y a encore un acteur qui a été enlevé, je pense, hier nuit ou avant-hier nuit. Il y a 2 acteurs de la société civile qui ont disparu depuis plus de 7 mois maintenant. Et dans beaucoup de pays de la région, on peut se faire arrêter quasiment à tout moment. Il ne se passe absolument rien. Il n'y a plus d'influence extérieure possible. Et ça pose une vraie question, il y a un vrai paradoxe. On est d'accord pour la souveraineté, on est d'accord pour que ce ne soient pas les acteurs extérieurs qui aient de l'influence sur nos situations politiques, mais en même temps, on voit bien qu'en réalité, lorsqu'il n'y a plus du tout ces acteurs extérieurs, ben, ça peut vouloir dire concrètement qu'on retourne à des situations d'arbitraire absolument voilà, absolu, et vous n'avez absolument aucun moyen en réalité d'échapper à l'arbitraire si vous n'avez plus du tout de règles en interne et que vous n'avez plus d'acteurs extérieurs qui puissent d'une certaine manière faire pression pour que les textes constitutionnels de votre pays soient respectés. Merci, Gilles, pour votre générosité dans les réponses. Nous allons poursuivre avec une question qui est arrivée au début du chat, qui vient de Rostand Ada, j'espère que je prononce bien. Et elle parle du principe que nous sommes d'accord que le caractère brusque de cette suspension pose problème. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'une réelle évaluation de toutes ces aides était nécessaire? Parce que cela fait des décennies qu'on nous parle de plusieurs centaines de milliards de dollars d'aides sans que cela ne révolutionne les choses dans nos pays. Quelle est votre opinion sur ce point-là? Oui, c'est ce que je disais déjà au début. On peut faire des critiques sur l'aide des États-Unis, sur l'USAID en tant qu'institution. On peut faire des critiques sur l'Agence française de développement, sur l'aide française, sur l'aide de l'Union européenne. Il y a de vraies raisons. À nouveau, en économie du développement, ceux qui ont travaillé sur les questions d'aide, on sait très bien identifier les problèmes qui sont liés à l'aide et même le problème qui est lié à la terminologie de l'aide, puisque justement, une partie de l'aide n'est pas de l'aide et les motivations de l'aide ne sont pas simplement de la générosité. C'est quelque chose sur lequel on peut être on peut être d'accord parce que c'est factuel, on le sait. Bon. Mais en même temps, dire que ça ne sert absolument à rien, ça n'a servi à rien, factuellement, c'est juste faux. Parce qu'à nouveau, en fait, les origines de l'USAID, au départ, lorsque ça a été créé aux États-Unis, c'était aussi avec la mémoire du plan Marshall, financé largement par les États-Unis pour la reconstruction de l'Europe après la Deuxième Guerre mondiale. Bon. Évidemment, ça a servi, le plan Marshall a servi l'influence des États-Unis. Évidemment, c'est ça qui a permis au pays qui est sorti, voilà, grand gagnant de la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis, de s'imposer sur la scène mondiale et d'avoir une influence sur l'Europe. Et d'ailleurs, peut-être qu'on arrive aujourd'hui au terme de cette période-là, puisqu'on voit bien aujourd'hui la véritable divergence stratégique qu'il peut y avoir entre l'Europe et les États-Unis. Mais personne en Europe ne pourra dire que le plan Marshall n'a servi à rien, parce que ça véhiculait l'influence américaine. En fait, oui, ça a servi à relever les économies européennes, mais ça a servi en même temps, bien sûr, à stimuler l'économie américaine, puisque pour la reconstruction, vous devez acheter des biens et des services, et les seuls qui étaient en capacité de les produire, c'était les États-Unis. Personne ne pourra dire en Corée, dans la Corée du Sud, ne pourront dire que l'aide américaine n'a servi à rien. L'aide américaine, y compris d'ailleurs l'aide militaire, le fait d'avoir des bases militaires, hein, c'est un sujet polémique, mais le fait d'avoir des bases militaires, ça a permis probablement à la Corée du Sud de dire, au fond, les Américains, ils sont là. Donc, nous, on ne va pas nécessairement dépenser pour notre sécurité. C'est une forme de garantie de sécurité, mais ça nous a permis de développer notre économie. Et la Corée du Sud est passée d'un pays receveur d'aide à un pays qui fait partie des donateurs aujourd'hui. Donc, on ne peut pas, sur la base de l'expérience de beaucoup de pays dans le monde, on ne peut pas dire que l'aide étrangère ne sert à rien. Tout dépend de la manière dont on l'utilise, de la capacité qu'on a à la greffer à une vision de long terme et à construire ses propres institutions à partir
de cette aide-là et bien sûr à partir de la volonté politique en interne et de la capacité à développer ces ressources humaines. Donc, ça me semble être vraiment important. Mais pour revenir à la question, oui, est-ce qu'il fallait des réformes au niveau de l'USAID et de l'aide américaine? Oui, très probablement. Je pense qu'il y a des réformes nécessaires dans toutes les institutions internationales. Je pense qu'il y a beaucoup de gaspillage. Je pense qu'il y a beaucoup de mauvaise allocation de ressources. Je le disais tout à l'heure, je pense qu'on a beaucoup trop de ressources humaines, par exemple africaines, de très grande qualité, qui se retrouvent forcément dans des institutions internationales parce que les niveaux de rémunération et les conditions sont beaucoup plus intéressantes que les conditions qu'ils peuvent avoir dans leur propre pays. Et je pense que ça pèse vraiment sur les pays africains. Parce que si vous devez, dans une négociation, vous avez une grande partie de vos citoyens qui sont en fait de l'autre côté, du côté des institutions internationales, ça veut dire qu'ils ne sont pas du côté de vos ministères. Donc, il y a un vrai sujet, il y a beaucoup d'autres dimensions qu'il faut mettre sur la table. Mais, comme je le disais, on n'était pas obligé de le faire de manière aussi brutale. D'abord, on peut faire des réformes, on peut... voilà, le président Trump vient d'arriver, il pouvait prendre tout à fait le temps d'installer son équipe et ensuite d'avoir des discussions avec les administrateurs de l'USAID, de se baser sur les rapports existants sur les différents projets, etc. On peut faire tout cela sans suspendre tout de suite pendant 3 mois et sans avoir ce langage absolument assez incroyable sur l'agence d'aide de son propre pays en les traitant d'organisations criminelles. À nouveau, je pense que le problème, c'est quand même, il y a des problèmes de fond, mais il y a aussi la forme et la brutalité qui a des conséquences immédiates sur les pays receveurs de cette aide. Merci Gilles, encore une fois pour votre partage. Nous allons poursuivre avec une question de Ibrahim Asek, qui aimerait savoir si cette suspension ne pourrait-elle pas avoir un impact sur les alliances diplomatiques et stratégiques. Oui, à nouveau, c'est bien sûr la relation avec les États-Unis voilà, qui est aujourd'hui le sujet. Comme je le disais tout à l'heure, la question de l'USAID n'est qu'une des questions qui soient posées. Il y a un autre article que je recommande fortement. Vous pourrez le retrouver sur le site du think tank américain Carnegie Endowment for International Peace, qui a été écrit par Zeynab Ousmane et qui pointe cette décision, sept points, disons, qui vont avoir un impact sur l'Afrique. Et donc, évidemment, la question de l'USAID fait partie de ces questions, mais ce n'est pas la seule. Il y a la question de l'OMS, je l'ai signalé tout à l'heure. Il y a l'ensemble des agences, y compris des organisations comme la Banque mondiale. On ne sait pas encore quel impact le changement politique aux États-Unis va avoir, par exemple, sur la Banque mondiale, qui est une institution de financement et de développement importante. Je le signalais tout à l'heure par rapport au climat, il va y avoir des changements importants. Donc, sur tous ces volets, vous avez des impacts potentiels qui vont changer la nature de la relation des États-Unis avec le reste du monde. Pas seulement avec l'Afrique, mais avec le reste du monde, dont les pays africains. Il y a la question, bien sûr, de l'AGOA, de cet accord commercial, accord de libre-échange qui permet à des produits africains d'un certain nombre de pays validés sur une liste de pouvoir entrer aux États-Unis sans frais de douane. On attend en septembre le renouvellement ou non de cet accord. Ça va être un moment important, là aussi, de savoir ce que Donald Trump va faire. Donc oui, tout cela va affecter les alliances stratégiques, la position des États-Unis dans le monde, la vision, la perception des États-Unis dans le monde, y compris en Afrique. Évidemment, tout le monde pense à la Chine et je pense que dans les discussions aux États-Unis, vous avez bien sûr aussi cette question qui est posée, dont ils sont conscients. Les changements qu'on met en œuvre, est-ce que ça ne va pas profiter à la Chine si les États-Unis se retirent des organisations ou diminuent sensiblement leur contribution aux agences internationales? La deuxième puissance mondiale, la Chine, pourrait se dire c'est aussi une opportunité pour prendre la place
place et donc pour pouvoir peser de manière beaucoup plus importante dans tout ce dispositif international. Et comme la Chine est quand même censée être l'adversaire, voire l'ennemi numéro un des États-Unis, en termes de rivalité claire entre les deux grandes puissances, c'est clair que voilà, ça c'est un point important qui pourrait modérer un peu certaines des décisions de Donald Trump, la peur que cela profite finalement à la Chine, alors que l'idée, c'est juste au contraire de prendre des mesures qui vont dans l'intérêt des États-Unis et du Make America Great Again. Je signale, par exemple, hein, je pense que ça a été assez peu diffusé. Donald Trump est aussi déjà revenu sur une loi américaine, la loi américaine, au fond, qui lutte contre la corruption des agents étrangers, la corruption à l'étranger par des entreprises américaines. Il a déjà révoqué cette loi. Et d'ailleurs, il y a un article de la presse américaine qui disait Make bribery great again. Rendons la corruption plus grande d'une certaine manière. Et ça, c'est aussi un signal très important lorsqu'on a un président qui estime que la loi au fond, condamnait des entreprises américaines qui seraient engagées dans de la corruption à l'étranger, que cette loi-là, d'une certaine manière, n'était pas bonne, parce elle va à l'encontre des intérêts économiques américains. Vous voyez bien ce que je disais tout à l'heure sur la dimension éthique à peu près inexistante dans cette approche. Et ça, ça aussi, évidemment, ça va avoir des implications. Donc, sur le plan des alliances, oui, il va y avoir des implications, mais on ne sait pas nécessairement encore dans quel sens ça va aller. Mais évidemment, il est tout à fait possible d'imaginer d'autres acteurs. J'ai mentionné la Chine, mais il y a des acteurs moins importants, mais qui sont en train de pousser leur pion, notamment aussi sur le continent africain, la Turquie qu'on a évoquée en début de discussion, les pays du Golfe, les Émirats, etc., qui sont déjà impliqués, pas toujours de manière positive d'ailleurs, sur le continent africain, ils vont pouvoir peut-être se déployer davantage également à la faveur de cette réorientation de la politique américaine. Merci Gilles. Nous allons poursuivre avec une question depuis le Tchad de Rouzibé Brey. Et la question est la suivante. Sachant que l'aide est assortie d'un taux d'intérêt pour la plupart des cas, alors au-delà de voir les effets négatifs de cette décision sur l'Afrique, est-ce que cela ne va pas aussi affecter l'économie américaine qui devrait normalement avoir une plus-value dans ce mécanisme d'aide? Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a quand même, il y a aussi les risques qui sont pris je pense, par Donald Trump par rapport à l'aide, mais de manière plus générale par rapport à la brutalité avec laquelle ils sont en train de démanteler, disons, l'État fédéral tel qu'il existe, par le remplacer par l'État fédéral tel qu'il le souhaite. Un État fédéral moins important, ça c'est la ligne, quand même historique du Parti républicain et normalement voilà, et de l'électorat on va dire, de droite, d'extrême droite, c'est de dire que l'État fédéral est trop important, qu'il gaspille des ressources et qu'il vaut mieux faire en sorte que ces ressources-là aillent directement aux Américains ou au niveau des États fédérés, etc. Mais oui, il y a un impact aujourd'hui quand même sur beaucoup d'Américains qui, du jour au lendemain, perdent leurs emplois ou sont en attente d'une décision claire. Il y a une invitation d'un certain nombre de fonctionnaires à partir d'eux-mêmes. Et comme vous savez, aux États-Unis, vous ne partez pas avec un énorme package. Et il va avoir donc quand même concrètement des impacts sur l'emploi. Après, la taille du gouvernement fédéral, des agences fédérales ou de ceux qui travaillent pour l'USAID par rapport à la taille des États-Unis et de la population qui travaille aux États-Unis, ce n'est pas forcément significatif. Donc, je pense qu'il n'y a pas un risque d'impact massif sur l'emploi, mais enfin, il y a quand même il y a un risque qui passe aussi par les entreprises. Je disais tout à l'heure que l'aide étrangère, c'est aussi beaucoup d'entreprises américaines qui en profitent. Donc, ces entreprises aussi, c'est des commandes, ce sont des ressources humaines et donc il y a un impact économique aux États-Unis.
Mais le gain politique, par ailleurs, pour Donald Trump est probablement beaucoup plus important que le risque, disons, qu'il prend par ces mesures-là. Bon, on n'a pas parlé d'Elon Musk, mais évidemment, dans le dispositif actuel, Elon Musk joue un rôle très, très, très important puisque c'est lui qui dirige voilà, ce fameux département sur l'efficience gouvernementale et qui est en train de faire de manière très brutale ces coupes massives au niveau des agences. Donc, oui, il y a un risque qui est pris, mais je pense qu'à nouveau, pour l'instant, Donald Trump a un tel soutien populaire aussi, de cette manière, comme président élu, qu'il pense qu'il peut faire absolument ce qu'il veut. Merci beaucoup, Gilles, pour ce temps de questions-réponses. Je vais donner la parole à Mariem pour les dernières questions et la conclusion de cette discussion. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Adi, et à tous les participants qui ont posé ces questions super pertinentes et intéressantes pour la discussion. Peut-être, juste avant de conclure, revenir sur des dernières questions qui ont été posées et qui s'inscrivent dans la logique des perspectives et des recommandations. Et la première est une question de Madame Laurie. Anne Thérou Benoni qui demande si vous aviez une recommandation à formuler à l'intention des États d'Afrique de l'Ouest affectés par ces situations, quelle serait-elle? Merci beaucoup. Alors, pas une question facile non plus. À nouveau, je rappelle simplement que déjà au sorti de la crise sanitaire COVID-19, on avait publié un certain nombre de rapports sur les leçons à tirer sur le plan de la gouvernance politique, sur le plan de l'économie, sur le plan de l'éducation et sur le plan de la santé. Je crois que c'est toutes les recommandations que nous avons formulées dans ces documents, je crois qu'elles sont toujours valables aujourd'hui. Et peut-être que je mettrai en avant principalement une qu'on avait mentionnée dans le rapport sur les leçons en termes de gouvernance. Je crois qu'en temps de crise, mais pas seulement, on doit vraiment avoir un dispositif qui permet aux décideurs politiques simplement de bénéficier du maximum d'idées, d'expertise de la part de leurs propres citoyens dans différents secteurs. Et je crois que, à nouveau, ça ne doit pas être simplement en cas de crise, ça doit être de manière permanente. Mais la crise sanitaire a montré comment est-ce que les pays qui ont le mieux répondu sont des pays qui avaient déjà ou qui ont mis à l'occasion de cette crise en place des systèmes souples qui permettaient de bénéficier, je dirais, de l'intelligence collective de leur population. Un des problèmes majeurs que nous avons au niveau de notre gouvernance, c'est que même dans des situations de crise, on a des décisions politiques qui sont prises, on ne sait pas d'ailleurs exactement sur quelle base, mais sans doute sur la base des gens qui font du bon travail au niveau des ministères, des hauts fonctionnaires. Mais je crois qu'il faut plus que ça. Je crois on doit plus que jamais comprendre l'importance des passerelles entre la décision politique, l'expertise, les centres de recherche, les think tanks, de manière à avoir le plus d'idées possible. Là, on est face effectivement à une situation urgente avec des impacts qui vont varier de pays en pays, de secteur en secteur. Comment est-ce qu'au Sénégal, par exemple, sur la question de l'éducation, des programmes qui étaient financés par l'USAID, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut tout de suite prendre le relais? Comment? Est-ce qu'il faut faire des économies et identifier aussi dans ce qu'on fait, dans la manière de faire les choses, des poches d'inefficacité? Ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que, au fond, ce que Elon Musk fait, je pense que la brutalité, la légalité même est contestée, l'approche de point de vue est extrêmement problématique et il y a un problème de conflit d'intérêts qui est évident. Bon, puisque c'est quand même aussi l'homme le plus riche des États-Unis et du monde et avec des entreprises. Donc, il y a énormément de problèmes éthiques qui sont liés à ce qu'il est en train de faire. Mais par contre, ça ne veut pas dire que l'approche qui consiste à dire, on va peut-être de manière régulière au niveau de nos États, dire quelles sont les poches d'inefficacité au niveau des ministères, au niveau des agences, au niveau des structures, comment est-ce qu'on fait pour mieux dépenser l'argent qui est rare, comment est-ce qu'on fait pour, voilà, quelles sont les économies qu'on peut faire sur différentes activités qu'on voit quand même au quotidien et dont on voit qu'elles sont peut-être parfois très coûteuses alors qu'elles ne sont pas utiles. Donc,
bon, les moments de crise sont aussi des moments où on doit se poser ce type de questions. Et donc, je crois que, en tout cas, les États eux-mêmes et leurs décideurs, seuls, peuvent trouver de bonnes solutions, mais je pense qu'il y aura beaucoup plus de chances d'avoir de meilleures solutions s'ils étaient beaucoup plus ouverts, demandeurs d'avis, de pas simplement nécessairement une vaste consultation. Ça, on commence à faire. C'est bien, c'est bien de consulter la population, mais il y a quand même des questions sur lesquelles il faut aussi une certaine expertise et de la connaissance. Et je pense qu'il faut vraiment aujourd'hui avoir un peu plus de respect pour la connaissance. Et dans un monde, comme vous le savez, il suffit de prendre son téléphone, de faire une vidéo sur n'importe quel sujet et d'avoir de l'influence sur les opinions publiques alors que vous n'avez absolument aucune compétence sur le sujet ou aucune expertise. Donc, je crois que c'est le moment ou jamais pour les États africains réellement de solliciter leurs enseignants-chercheurs, leur diaspora aussi. Qu'on oublie souvent. Des gens peuvent travailler partout dans le monde, dans différents domaines. C'est des moments où il faut faire appel à eux. C'est pas très compliqué. Ça demande des ressources, mais oui, on peut aller chercher, que ce soit au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Mali, etc. On peut aller chercher à l'intérieur comme à l'extérieur des gens qui peuvent apporter du neuf au niveau des idées et qui peuvent permettre de travailler justement à la réduction progressive de cette dépendance en étant extrêmement réaliste sur le fait qu'il n'y a aucune solution à court terme pour réduire la dépendance. La souveraineté, c'est un discours, mais dans les faits, il faut trouver de l'argent et ça, il n'y a pas il y a pas de solution miracle et ça ne se règle pas par des discours et des slogans. Merci Gilles pour la recommandation qui est très claire. Être réaliste, ne pas attendre que la situation soit là, mais surtout se baser sur l'expertise en mettant les ressources nécessaires pour avoir des solutions qui soient concrètes et pouvant porter des réponses sur le long terme. Alors, juste la dernière question qui a été posée par une des participantes sur finalement, est-ce qu'on va vers une suppression? On parle d'une suspension de 90 jours avec une légalité qui est remise en cause, comme tu viens de le rappeler. Si à la fin de ces 92 jours-là, quel est le scénario auquel on peut s'attendre? Est-ce qu'on ira vraiment vers cette suppression définitive de l'USAID? Alors, en fait, il se passe tellement des choses tous les jours qu'il est difficile de savoir exactement où est-ce qu'on en est aujourd'hui, même au niveau de l'USAID. Ce qui me semble être qui semble être assez clair, c'est que sur l'USAID, il y a une volonté, semble-t-il, vraiment de la démanteler, de la casser comme institution. Euh, mais comme je le disais, évidemment, l'aide étrangère des États-Unis ne sera pas supprimée. L'USAID peut être supprimée, mais l'aide étrangère ne le sera pas. Et il y a différents canaux existants. Je parlais du Millennium Challenge Corporation qui est présent avec des compacts, des programmes qui sont importants. Vous avez cette institution qui est plutôt dédiée vers le secteur privé, qui va sans doute prendre beaucoup plus d'importance dans le dispositif d'aide américaine. Je ne l'ai pas signalé, je voulais aussi le signaler au-delà de l'USAID. Vous avez le National Endowment for Democracy, qui est qui est un fonds qui finance ensuite des fondations comme le National Democratic Institute, NDI, que certains connaissent, l'équivalent républicain, qui ont des actions à l'étranger, notamment dans le domaine des droits de l'homme et de la gouvernance de la démocratie, du soutien aux élections, etc. Là aussi, il y a en fait déjà un démantèlement en cours du National Endowment for Democracy, qui correspondrait à nouveau au fait que la promotion de la démocratie cesse d'être un objectif de politique étrangère des États-Unis. Voilà, il peut y avoir toute une discussion. Est-ce que c'est mauvais forcément ou pas? On peut avoir une discussion là-dessus. Les États-Unis n'ont pas vocation nécessairement à exporter leur modèle politique dans le monde, donc on peut être d'accord là-dessus. Mais enfin, en tout cas, dans un contexte où on a déjà une régression très forte de la démocratie et l'état de droit, notamment dans les pays africains, il y a quand même un problème majeur, un risque majeur pour ceux qui croient à un système de gouvernance où il y a un lien entre ceux qui gouvernent et ceux qui sont gouvernés. Bon. Donc, l'aide étrangère ne va pas disparaître à nouveau, mais non seulement les institutions vont changer, la direction politique va changer. Il y a une reprise en main, une volonté de reprise en main avec
moins de liberté, de choix au niveau des administrateurs, hein, et voilà, plus d'alignement politique de l'aide étrangère. Je pense qu'on va sortir avec ça et qu'on va sortir aussi à nouveau avec des réorientations sur le plan des priorités. Priorité à l'énergie, mais vous savez bien que le slogan de Trump, c'est Greed, Greed, donc forêt, forêt. Ça peut avoir un impact tout à fait différent. Beaucoup de pays africains producteurs de gaz, de pétrole, ne vont pas nécessairement être mécontents, par exemple, de cette orientation-là, puisque ça va leur donner la liberté d'exploiter leur pétrole et leur gaz de manière beaucoup plus libre, sans contraintes climatiques. Mais après, pour la planète, c'est probablement pas très bon aujourd'hui de remettre en cause totalement la direction d'une réduction des énergies fossiles et évidemment les fonds dont le continent a besoin pour l'adaptation au changement climatique. C'est peut-être ce qui est le plus important pour le continent, c'est l'adaptation. Là aussi, il faut probablement pas s'attendre à ce que les États-Unis soutiennent une quelconque initiative en faveur de l'adaptation au changement climatique. Donc, à nouveau, il va y avoir des impacts importants, mais même si l'USAID en tant qu'institution disparaît, l'aide étrangère ne va pas disparaître, elle va changer de manière assez radicale et peut-être aussi avec des montants beaucoup moins importants. Merci beaucoup, Gilles, et à tous les participants qui nous ont suivis depuis 17 heures pour cette discussion. Donc, retenir que même s'il y a une suppression de l'USAID, l'aide internationale au développement qui provient des États-Unis va demeurer certainement vers d'autres agences et vers d'autres institutions, et peut-être avec des impacts qui seront peut-être positifs pour certains pays, même si ce n'est pas tous les pays d'Afrique. Donc, merci à tous d'avoir suivi cette discussion. Un dernier mot peut-être, Gilles, pour les participants. Non, merci vraiment. Je pense qu'on a un taux de participation très élevé, taux d'inscription élevé et de participation aussi très élevé. C'est toujours un grand plaisir de partager pas simplement des connaissances, mais d'avoir ces interactions et de réfléchir ensemble, en fait. Et c'est ce qu'on essaie de faire au niveau de Wati, c'est justement de réfléchir ensemble, d'être une plateforme de réflexion collective parce que les enjeux sont très importants et personne n'a une forme de science infuse permettant justement de trouver les solutions. Et ce qu'on essaie de faire, c'est de créer ce cadre qui nous permet de décortiquer un peu les questions et surtout de sortir de l'énorme pollution aujourd'hui de l'information, de l'espace d'information. Et j'ai vu des extraits de ce débat au Congrès américain qui circulent. On prend juste les 3-4 minutes où un membre du Congrès dit que l'USAID a financé Boko Haram, les terroristes, etc. Et ça circule partout. On ne prend pas le temps de savoir de qui s'exprime, sur quelle base il le dit, de voir qu'au fond, c'est plutôt une question qu'une affirmation, qu'il n'y a pas de preuves, etc. Mais ça circule énormément et vous avez des milliers de personnes, notamment sur le continent, qui sont très sensibles à ce type d'extrait. Aujourd'hui, on n'a plus de réflexion, on a des extraits et on commente sur des extraits, on transforme des extraits de vidéos en certitude. Ce qu'on essaie de faire à Wati, c'est d'éviter cela, d'avoir une discussion beaucoup plus modérée, basée sur des faits. Et peut-être le tout dernier mot, parce que je pense qu'il y a eu sans doute beaucoup de questions auxquelles on n'a pas pu répondre, mais je voyais juste dans les commentaires et je pense qu'il y en a beaucoup voilà, qui reviennent beaucoup sur la question de la dépendance liée à l'aide. À nouveau, oui, je l'ai dit, il faut éviter la dépendance, mais c'est un peu comme sur le plan individuel, je faisais ce parallèle tout à l'heure, lorsqu'on vous aide, lorsqu'on est en difficulté, qu'on reçoit une aide, ou même lorsqu'on veut lancer un projet et qu'on sollicite de l'aide pour lancer une entreprise, par exemple, évidemment, on ne s'attend pas à ce que ce soit la réponse globale au problème qu'on a à un moment donné. C'est une aide, c'est une contribution. Il faut avoir soi-même la capacité de pouvoir transformer cette contribution en quelque chose qui va nous renforcer, nous rendre capables de nous autonomiser. Au niveau des États, c'est un peu pareil. C'est ce que certains pays ont réussi à faire en recevant de l'aide des États-Unis et d'autres pendant des décennies et en se construisant tranquillement, tranquillement. Et évidemment, à un moment donné, vous découvrez qu'ils n'ont plus besoin de l'aide dans les secteurs les plus stratégiques, mais qui continuent d'ailleurs pour la plupart
à ne pas refuser de l'aide. Je parlais du Vietnam, il y a même des pays à niveau de revenu encore plus important qui continuent à recevoir de l'aide parce que ça permet de combler des petits besoins et tous les États en ont. Donc, voilà, je pense que l'utilisation stratégique de l'aide, je pense que c'est quand même aussi l'une des principales recommandations à faire et le fait d'être tout à fait conscient lorsqu'on est du côté des pays qui reçoivent de l'aide, de savoir évidemment que ce n'est pas que de l'aide, que l'aide est aussi un secteur économique où finalement, des deux côtés, on peut en profiter, mais il faut tout à fait accepter, bien sûr, qu'il y a une influence politique et il y a des conséquences au fait de recevoir de l'aide. C'est vrai pour des centres de recherche, des think tanks qui dépensent aussi d'apports extérieurs. C'est notre cas de la part de fondations privées. On est tout à fait conscient que c'est de la dépendance, que ce n'est pas bon et il faut travailler à réduire cette dépendance au fil du temps. Merci beaucoup. Merci à chacune et à chacun de vous. Excellente fin de journée. Merci à tous. Juste rappeler que l'enregistrement de cette discussion et de celle du mois de janvier sera disponible sur notre chaîne YouTube Wati Think Tank et les différents éléments qui ont été présentés par Adi en début de discussion sont également disponibles sur le site de Wati et sur notre page YouTube. Merci à tous et excellente fin de journée.